On va pouvoir commencer. On n'est pas très nombreux ce soir, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de la qualité, à la fois par les participants et par notre intervenant de ce soir, Guillaume Fabrel. Voilà. Beaucoup d'excusés pour différentes raisons personnelles ou professionnelles, mais pour eux, il y aura un petit rattrapage parce qu'on va filmer en tout cas l'intervention et puis peut-être même les échanges d'après. Le sujet qu'on va traiter ce soir tourne autour de l'urbanisme, de la métropolisation. Le thème, le titre de ce soir, je crois que c'est métropolisation, urbanisme, résilience. Et la question derrière, c'est quel est l'avenir de nos villes pour demain. C'est un sujet qui nous touche particulièrement à Vitry, mais on n'est pas un petit village gaulois. C'est-à-dire que ce qui se passe à Vitry, avec un développement depuis de nombreuses années urbain très très fort, très dense, devrait continuer dans les prochaines décennies. On sait ce qui se passe et ce qui se prévoit autour des Ardoines. Et il y a une tendance au-delà de Vitry sur les métropoles, métropole du Grand Paris, mais il y a les 14 autres métropoles, avec un développement qui se veut vraiment à la fois de développer économiquement ces centres, on va dire urbains, et donc avec toutes les aberrations qu'il y a derrière dans ce développement, parce qu'on est aussi face à des enjeux qui sont des enjeux écologiques et sociaux qui vont de pair, et à ça, faire la ville résiliente, il y a sûrement à faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt qu'on porte, nous, en tant qu'élus, parce qu'on est quelques élus ici ce soir, mais aussi en tant que citoyens qui nous intéressons à la chose publique. Et c'est pour ça qu'on est très content de t'accueillir, Guillaume. Et en personnellement lu l'un de tes ouvrages, je sais que parfois ça décape et que ça fait du bien, parce qu'on a besoin d'avoir du contradictoire et pas simplement une seule manière de voir notre avenir. Et voilà, je pense que tu participes à éclairer en tout cas et à proposer une alternative à la doxa un peu générale. Voilà. Je te laisse peut-être te présenter, et ensuite un temps de présentation générale, et puis ensuite des questions-réponses. On essaie souvent de tenir autour d'une heure et quart, 1h30 dans l'ensemble de l'intervention. Voilà. Merci. Merci pour l'invitation, déjà. Que je me présente, donc, je suis enseignant-chercheur en géographie et sciences politiques, et qui travaille depuis maintenant entre 20 et 30 ans, l'âge aidant, sur les problématiques urbaines, et particulièrement j'ai une fibre environnementale, écologique, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur les conflits d'environnement. Je viens beaucoup de cette dimension-là, pour des grands projets qui sont bien souvent assez inutiles et totalement imposés. Du coup, j'enseigne à Lyon, j'enseigne à Paris, j'enseigne dans plusieurs instituts d'études politiques. Et effectivement, un des éléments que je développe beaucoup depuis maintenant une petite dizaine d'années, c'est autour de la métropolisation, dont on a commencé à parler. Ce que je vais vous proposer, parce que je le fais en fait, c'est un truc de claquette en fait, je le fais tellement à la carte que je vous propose 10-15 minutes, et puis après vous me dites ce sur quoi vous voulez qu'on revienne et qu'on approfondisse, plutôt qu'un tunnel de 30 à 40 minutes sur ce sort-là. Alors, du coup, je vais juste commencer par peut-être un élément de contexte, mais je ne vais rien vous apprendre. Sur les 2 dernières années, on a commencé à se poser quelques questions sur densité, artificialité, grandeur et grosseur urbaine. Voilà. Alors, ça fait rail dur, ça bataille un peu dans le petit monde universitaire que je connais très très bien, parce qu'il y a effectivement un mantra, il y a une doxa, qui vise à dire que la densité est de toute éternité de belle vertu. Voilà. Et que la grandeur urbaine, ça fait maintenant quelques centaines d'années, pour ne pas dire millénaires, c'est une œuvre civilisationnelle. Il ne faut pas trop jouer avec. C'est ce qui nous émancipe, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous anonymise, c'est ce qui crée nos identités, c'est ce qui fait communauté. Des tartines comme ça, je pourrais tenir pendant 3 heures. Hein. Bon. Le problème, c'est que depuis maintenant 1 ou 2 ans, il y a des choses qui étaient à bas bruit et qui ont réémergé autour d'un désamour croissant pour densité, artificialité, grandeur et grosseur urbaine. Voilà. Alors certains vont vous parler d'exode urbain, c'est un terme un peu exagéré, très mal qualifié, hein. On n'est pas des exodés, ceux qui seraient partis éventuellement. Mais il y a un désamour croissant, et ce partout à travers le monde. Bon. En fait, on est dans un paradoxe, on va se faire un nœud au cerveau tout de suite, hein. Il y a une urbanisation planétaire de la Terre, puisqu'on est à peu près 60% sur la Terre à être urbain,
selon des définitions qui varient selon les pays. Je ne rentre pas dans le détail, si vous voulez, on y reviendra. Bon, en France, c'est à partir de 2000-2500 habitants, regroupés, dépendants par l'emploi, chacun y va en plus de ses indicateurs. Mais bon, environ 60% de la population serait urbaine aujourd'hui, elle a annoncé à 70% en 2050 par l'ONU, et dans le même temps, il y a un désamour croissant. Et dans le même temps, il y a des flux inverses, alors qu'ils ne sont pas non plus des centaines de milliers de gens, mais qui, à bas bruit, décident de vivre dans des tailles un peu plus mesurées. Elles sont-elles plus humaines? On en discutera. On est à la 6e vague de néo-ruralité en France, les campagnes à certains endroits sont amenées à se repeupler, en tout cas l'exode rural, le strict opposé, c'est tari et tassé, arrêté depuis maintenant les années 70-80. Donc il y a quelque chose là qui est tangent en fait, hein, entre le discours dominant et la réalité quasi anthropologique hein, du rapport que l'on a à la densité et à l'urbanité, aux formes d'urbanisation du monde. Ça c'est le premier point. Comment on fait face à ce paradoxe-là? Et alors, ce qui est, en fait, la cohérence de cette opposition factice, ou en tout cas de cette dialectique-là, c'est en fait un phénomène de métropolisation qui est apparu sur les 30 ou 40 dernières années, voilà, et qui est indéniablement le phénomène qui participe le plus activement aujourd'hui de la densité, de la grosseur et de la grandeur. Voilà. Mais alors, c'est là où ça devient encore plus compliqué, c'est que la métropolisation, c'est pas simplement un phénomène de densification ou de polarisation, c'est aussi un phénomène d'étalement urbain, voilà, que l'on constate par ce que l'on dénomme périurbanisation. J'y reviendrai après. C'est quoi la métropolisation? C'est grosso modo les villes, les grandes, les plus grandes, qui sont devenues des acteurs de premier rang sur les 30 ou 40 dernières années. Voilà. Il y a un bon mot du maire de Denver qui dit que le 19e était le siècle des empires, le 20e des États, le 21e serait celui des grandes villes. On y est déjà assez largement. Pour information, on est à aujourd'hui, il y a 7 grandes villes qui servent de mantra international. Paris en fait partie, hein, New York, Tokyo, Séoul, Singapour, etc. Vous avez 120 villes qui cherchent le modèle, voilà, qui singent l'ensemble des recettes, ce qui fait 127, je suis au maximum des compétences en mathématiques, je vous dis franchement. 127 villes, c'est 12% de la population mondiale et près de 50% du PIB à l'échelle internationale. Il y a donc en fait de la richesse à créer, à aller chercher, dès l'instant où il s'agit de grossir. Toute ressemblance avec le délire du Grand Paris est purement fortuit, bien évidemment. Voilà l'objectif premier de l'aménagement ou des aménagements du Grand Paris, c'est de faire venir toujours plus un certain nombre de capitaux, de polariser par de nouvelles activités. Mais bien évidemment, on va commencer à rentrer aussi dans le vif du sujet. Tout ça ne se fait pas toujours socialement de manière très égalitaire. Écologiquement, c'est un drame international, pas que le Grand Paris, hein, cette métropolisation. Anthropologiquement, ça ne répond pas au désamour croissant de la densité. Bref, ça se heurte quand même à un certain nombre de problèmes d'envergure, mais grosso modo, la nature ayant horreur du vide, le politique continue à regarder sous le lampadaire, là où c'est éclairé, c'est plus commode, c'est plus pratique. Donc il préfère taire un certain nombre d'effets qui sont loin d'être secondaires, hein, vraiment. On peut s'arrêter 2 secondes sur les effets sociaux. Cette métropolisation qui gouverne l'entièreté de l'urbanisation du monde, hein, cette polarisation, avec un taux de croissance urbaine qu'on n'a jamais connu dans le temps de notre humanité, hein, voilà, soyons clairs, cette métropolisation aujourd'hui évince, en veux-tu, en voilà, les populations qui ne sont pas éligibles à ce schéma-là. Donc, les plus précaires, les subalternes, les classes populaires sont progressivement évincés, exclus de ce processus-là. C'est pour ça que je parlais de verticalité et d'horizontalité. C'est-à-dire que exclues, elles vont donc ouvrir des poches dites de pauvreté dans des franges, en 2e couronne, en 3e couronne. Aujourd'hui, en Ile-de-France, on a la lisière est de la Seine-et-Marne, un front urbain par des populations qui n'ont plus les moyens, mais du tout, qui sont du coup totalement dépendants du véhicule, de la voiture, qui ont des maisons qui sont de faible qualité architecturale, des passoires thermiques, appelons-les comme elles le sont. Enfin bref, la métropolisation, c'est pas simplement des poches de pauvreté à l'intérieur, hein, c'est aussi une irrigation de l'entièreté du territoire avec une exclusion croissante de ceux qui ne sont pas éligibles au schéma, qui est celui d'attirer toujours plus. Alors attirer qui et quoi? Eh bien, la métropolisation, c'est certains types d'activités. C'est une tertiarisation internationale avec des activités claires, hein, de la recherche, du développement, du design de l'architecture, de la communication, de la publicité, etc. etc. C'est quoi du coup? Ben, ce sont des groupes sociaux qui sont des cadres, des élites internationales, des cadres dirigeants, les classes créatives, celles qui sont
dans la création, dans l'innovation, dans le design. On a aussi une petite bourgeoisie intellectuelle, hein, a priori psychologiquement de laquelle je suis, qui adore les métropoles, hein, soyons clairs. Voilà. On a les intermédiaires plutôt des mondes de la communication, du journalisme. Voilà. Quand vous faites tout ça, vous avez en fait une petite trentaine de pourcents des populations métropolitaines qui sont les cibles privilégiées des politiques qui sont menées. Tout le reste ne rentre pas dans le scénario. Voilà. Et c'est là la différence entre les villes industrielles et les villes métropolitaines. Les villes industrielles, on avait, excusez-moi l'expression, besoin de la masse ouvrière à demeure, à proximité immédiate. Parce que nos villes n'étaient pas complètement éclatées, parce que les flux domicile-travail n'avaient pas le TGV pour aller jusqu'à Bordeaux éventuellement. Voilà, je suis donc je ferai le procès à personne. Aujourd'hui, vu la dilatation des espaces-temps, vu nos systèmes de mobilité, vu la rapidité des déplacements, on peut s'en passer allègrement. Voilà, on a délocalisé toute l'industrie et du coup, on n'a plus besoin de la masse ouvrière à demeure. Donc la ville industrielle n'était pas non plus d'une extraordinaire vertu, soyons clairs. Mais la ville métropolisée est décomplexée. C'est ce qu'il faut juste retenir par rapport à ces groupes-là. Ça, c'est sociologiquement. Avec en interne, du coup, un renchérissement foncier immobilier. Du coup, en interne des métropoles, des phénomènes de ségrégation et de gentrification croissants. À Vitry, ça arrive à plusieurs endroits. À Ivry, c'est arrivé sur les 10 ou 15 dernières années sans barguigner. Et je ne parle même pas d'ici les Moulineaux et de Malakoff et de quelques autres, hein, d'accord? Ils sont là des icônes, des totems de ce que serait la gentrification active. Bon. Remarquons sur Paris, on va essayer peut-être de localiser un peu, que ça se fait effectivement pour beaucoup aux lisières immédiates, une fois les faubourgs franchis. Voilà. C'est là où, mais par un effet de disponibilité foncière, que la gentrification a particulièrement agi sur les 20 ou 30 dernières années. Voilà. On parle de brooklynisation, peut-être Pantin ou ailleurs. Bon. Je referme cette parenthèse-là sur la sociologie, parce qu'il y a un autre type d'effet. Alors là, pour le coup, on n'en parle quasiment jamais. Ce sont les effets écologiques de cette chose-là. Voilà. Les effets écologiques de cette polarisation, de cette métropolisation, c'est en fait l'écocide engagé, soyons clairs là-dessus. Les 25 premières villes du monde sont responsables de 50% des émissions polluantes urbaines dites gaz à effet de serre, ou en tout cas qui participent du réchauffement climatique. En France, 50 000 morts liés à la pollution atmosphérique par la concentration des 10 premières villes de France. Hein. Les 100 premières villes n'ont que 3 jours d'autonomie alimentaire. On peut le prendre sous tous les angles. Écologiquement, c'est dramatique. Tous les chiffres concourent pour dire qu'il n'y a pas moins écologique, il n'y a pas plus anti-écologique que serait la métropolisation en question. Bon. Et alors après, il y a d'autres types d'effets. Moi, qui me taraude en fait, ou qui me fait un peu réfléchir, c'est comment dire, ce qui se joue aussi anthropologiquement derrière. La métropolisation, c'est pas simplement des choix sociaux qui sont réalisés de manière volontaire ou involontaire. Il n'y a pas une grande théorie du complot derrière cette réalité-là, ce qu'on appelle juste le capitalisme, voilà, dans sa phase néolibérale, dans son stade culturel, tardif, cognitif, on l'appelle comme on veut, ça cogite beaucoup, mais on est bien dans un stade, singulier peut-être, du capitalisme. Bon. Non, moi ce qui me fait aussi réfléchir beaucoup, en tout cas je tente, si tant est que j'en ai les capacités, c'est la question anthropologique en fait, fondamentalement. C'est-à-dire que la métropolisation, c'est aussi une rupture anthropologique avec nos manières de vivre, nos manières d'être, les modes de vie qui vont avec. Et là, il y a quelque chose de remarqué sur les 30 ou 40 dernières années. Pendant qu'il y a eu une uniformisation des paysages, par tous les projets d'aménagement, on retrouve les mêmes pavages au sol, les mêmes enseignes dans les ruelles, on trouve les mêmes transports en commun colorés, on retrouve fondamentalement dans les 127 villes et plus largement aussi à des strates inférieures qui, par mimétisme, vont copier les modèles d'aménagement et les paysages urbains. Allez faire un tour à Libourne, allez faire un petit tour à Albi, allez faire un tour à Rochefort, dans des villes, mais vraiment qui ne sont pas métropoles. En France, il y en a 22 labellisées, elles ne le sont pas. On retrouve les mêmes paysages. Mais on retrouve aussi les mêmes styles de vie qui sont en train de coloniser l'entièreté de la Terre. En fait. Voilà. Ceux des 30% qu'on trouve dans les métropoles, les cibles privilégiées, qui vont avoir les mêmes systèmes de divertissement, le même rapport à la vitesse et à l'accélération, qui vont être connectés en permanence, qui vont chercher en permanence le dépaysement, etc., etc. En fait, c'est toute la société consumériste qui se joue derrière et qui fait que les métropoles sont un accélérateur à particules, sont un déroulé de ce que seraient les modes de vie les plus rentables pour un capital repolarisé dans les espaces métropolitains. Bon. Donc voilà pour des types d'effets. Anthropologiquement, il y a des formes de chaînes passionnelles, des systèmes de dépendance auxquels on est enjoint
d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de la construction, d'un point de vue du transport, il n'y a pas moins autonome aujourd'hui que nos vies hyper métropolisées. Par contre, il y a toujours plus de surstimulation et de sollicitation pour vivre de manière totalement irrationnelle, quoique en tout cas artificielle et dématérialisée. Ça, c'est une réalité. Voilà le phénomène de métropolisation. Bon, alors après, soyons clairs, c'est ce qui me fait écrire le manifeste pour en finir avec les grandes villes ou les métropoles barbares avant. Je l'ai déjà indiqué, le phénomène de métropolisation métropolise la totalité du monde, fait la totalité du monde à sa main. Il ne s'agirait pas d'opposer naïvement la grandeur urbaine, les grosses villes, les grandes villes, avec les petites villes. Il y a des petites villes qui sont déjà converties au processus de métropolisation. Il y a des campagnes qui sont en train de s'urbaniser à vitesse grand V, mais non pas nécessairement avec du béton, mais avec des manières de vivre qui sont en tout point métropolitains. Voilà. S'il s'agit d'aller à 70 km avec son SUV pour réclamer la 5G et puis sa piscine chauffée, ça n'a a priori aucun intérêt. Socialement peut-être, quoique, je ne sais pas, en tout cas écologiquement, c'est à démontrer. Du coup, on doit absolument conserver à l'esprit que c'est la totalité du monde que l'urbanisme... C'est moi, ouais, c'est moi. C'est la totalité du monde que l'urbanisation, par la métropole, fait à sa main. Et même dans des petites strates, ou à des échelles plus réduites, se joue quelque chose qui est du ressort premier de ce que l'on dénomme métropolisation. Alors après, concrètement, ça prend quel visage, ça prend quelle forme? Eh bien, il suffit de regarder le Grand Paris. Mais on peut aussi voir tous les grands projets d'aménagement d'équipements à Lyon, à Montpellier, à Bordeaux, à Rennes, à Lille, et accessoirement ou indirectement peut-être à Marseille, qui reste quand même, ici comme ailleurs, une exception, à peu près à tout. J'ai coupé le micro, tu peux peut-être... Très bien. Voilà, Hein, ça, tu peux parler avec tes mains. Ouais. Et puis, ça fait moins de l'arsène. À quel moment vous avez lâché? Depuis le début, ça fait plaisir. Non, alors, du coup, la métropolisation, c'est pas simplement les métropoles. Voilà. L'ensemble des strates urbaines ne sont pas unanimement et de manière homogène embarqués dans ce processus-là, mais on y retrouve quelque chose qui est une globalisation du capital, soyons clairs, avec des modes de vie et des assignats dans les modes de vie. Voilà. En fait, au sens spinoziste du terme, c'est une complexion généralisée. C'est des régimes d'affect, la métropole. C'est des manières d'être au monde, des façons de vivre que l'on retrouve en fait à peu près partout et qui sont en train de tout simplement de désinguer la planète et d'exclure, puisque, alors là, dernier élément, peut-être en tout cas à ce stade-là, c'est que pendant que le phénomène de métropolisation était vanté dans tous les manuels scolaires et à l'université, n'en parlons pas, j'ai des collègues qui à longueur de journée nous demandent ces choses-là, les niveaux d'injustice urbaine n'ont jamais été aussi grands qu'elles le sont aujourd'hui. C'est-à-dire que loin d'être un redistributeur, le fameux ruissellement ou le roussellement, si jamais vous adhérez à d'autres pensées, il y a quelque chose qui se joue là derrière, qu'on a tenté de vendre, mais qui ne s'est jamais réalisé. Une redistribution généralisée. Voilà. Fondamentalement, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui, de mon point de vue, c'est la thèse qu'on défend à quelques-uns, d'abord des mondes anglo-saxons, je vous expliquerai peut-être pourquoi, c'est de rétrécir cette chose-là. Voilà. Il y a un moment donné, la démesure est en train de guider le monde. Donc comment on retrouve un peu de limite et de mesure? Voilà. Quels seraient les moyens très concrets, très pratiques, pour freiner un peu le deus ex machina, le vortex généralisé que les métropoles constituent? Parce que soyons clairs, hein, le phénomène d'emballement, il est extraordinaire, il est démoniaque. Mais on vient d'apprendre, on le savait depuis 4-5 ans, mais ça y est, les chiffres sont clairs, que, pour information, autre effet écologique si vous le souhaitez, nous avons aujourd'hui 10 métropoles, mais considérées comme mégapoles, qui s'enfoncent sous le poids du béton. Voilà. À raison de centimètres ou de dizaines de centimètres. Deux raisons à ça. Le poids du béton, c'est notamment de Jakarta, ou le pompage complètement frénétique des nappes phréatiques. Et là, c'est plutôt Dhaka ou quelques autres. Vous avez un enfoncement généralisé. Bon, voilà les types de choses auxquelles nous devons nous préparer. C'est-à-dire que qui a lu quelque part que les villes dans lesquelles nous habitions, présentées comme nos propres félicités, la grandeur de l'humanité allait un jour s'enfoncer, voire disparaître? Eh bien, fondamentalement, c'est pas de ça dont il s'agit pour demain matin, hein, mais c'est avec le grand emballement et la crise, ou la coalescence des crises, c'est indéniablement ce qui s'annonce pour les 30, 40 ou 50 prochaines années. Autre élément que le GIEC a relayé notamment, nous aurons en 2100 plus de 70% des populations urbaines qui seront soumises annuellement à plus de 20 jours de canicule mortelle. Voilà. Ce n'est pas les petites canicules qu'on connaît. Voilà. C'est une fois passé la température du corps où effectivement, plus que de réceptionner, à un moment donné, le corps n'a que ses propres ressources
pour pouvoir subsister. Voilà, les chiffres comme ça, vous en avez un qui tombe toutes les semaines. Donc du coup, effectivement, que peut faire Vitry là-dedans? Je suis d'accord, la présentation peut être abyssale, voilà. Et pourtant, indéniablement, lorsqu'on réduit un peu la focale à l'échelle des projets d'aménagement, on retrouve les mêmes singularités et peut-être aussi les mêmes points de fragilité ou les éléments d'opposition qu'il conviendrait. Par exemple, indéniablement aujourd'hui, ce qui caractérise les métropoles, qui à la fois se verticalisent de l'intérieur et s'étendent horizontalement, c'est vraiment les deux. Hein. L'idée selon laquelle, oui, parce qu'il y a un débat à la con, excusez-moi, c'est un terme technique, il y a un débat qui est un peu frauduleux intellectuellement, qui est de dire qu'il faudrait densifier parce que ça serait de belles vertus écologiques. Ça n'a jamais été démontré. Voilà. Inversement, l'étalement urbain est présenté comme le lieu d'une écologie dramatique, alors que tous les modèles tournent pour dire que c'est pas pire ou c'est pas mieux en fait. Les deux sont consubstantiels, les deux appartiennent à la même réalité du capital. Il y a besoin d'étaler, puisqu'on ne peut pas, mais c'est par la rareté de la valeur foncière, on ne peut pas entasser tout le monde. Le problème, c'est le régime de grandeur qui unit les deux. C'est ça qui pose aujourd'hui problème. Et bien, le constat qu'on fait dans certaines métropoles, c'est que là où ça commence à résister un peu, c'est au front. Voilà. Il y a des points chauds qui sont au front d'urbanisation, qui sont en train de se bloquer dans plusieurs métropoles à échelle internationale. Voilà. Des résistances, des luttes, mais aussi de l'achat de terres, de la réoccupation foncière et même des prises forestières assez remarquées à certains endroits. Voilà. Au front et aux lisières, il y a des résistances qui aujourd'hui essaient de freiner cet étalement, mais c'est plutôt dans les pays dits occidentalisés et entre guillemets développés. Vous avez d'autres éléments qui vont s'opposer à cette chose-là, voilà, et que l'on va retrouver. Par exemple, la question aux États-Unis en train d'arriver, en Amérique du Sud c'est déjà un peu le cas, de la déminéralisation. Voilà, la désurbanisation commence à se poser. Comment, alors c'est pas des oasis de fraîcheur, la ville du quart d'heure, les villes forêts, c'est tout la boîte à outils, la valise des marketeurs. Non, il s'agirait vraiment à un moment donné de remettre un peu en pleine terre, voilà, de libérer du sol nu, sachant juste qu'un sol qui a été durablement asphalté de 20 à 30 ans par la compression, par le décroît organique, par la faiblesse de l'irrigation, va mettre 20 à 30 ans à récupérer sa propre capacité organique. Hein. Sans intrants chimiques, s'il s'agit de mettre du phyto, c'est pas la peine. Bon. Du coup, on va devoir aussi payer ce que l'on a fait pendant des décennies durant. Mais un autre élément qui est en train de se réaliser et qui est en train de poindre, en France, ce sont les soulèvements de la terre notamment qui produisent ces choses-là, c'est débitumer, déminéraliser, débétonner, désasphalter. On met un dé et un truc derrière et ça rentre dedans. Hein. La désurbanisation, à un moment donné, se pose. On a même des désurbanisations alors, du fait d'une décroissance urbaine dans certaines villes nord-américaines, mais c'est une forme de désindustrialisation de l'espace qui a été libéré, et au lieu de réaffecter à la rente foncière et immobilière, essayer de bloquer les friches de telle manière à ce qu'elles restent libres et que surtout écologiquement, elles puissent laisser des parcelles de sol nus aussi dans des espaces qui sont quand même soumis à tous les regards et à tous les appétits. Bon. Donc du côté de la désurbanisation, il y a aussi des choses, les fronts extérieurs, des points chauds sont en train d'émerger, à l'intérieur une désurbanisation. Vous avez comme ça, face au projet d'aménagement du Grand Paris comme d'ailleurs, hein, alors, soyons clairs, je terminerai là-dessus, le Grand Paris, c'est the place to be aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était Londres il y a 15 ans, c'est aujourd'hui Paris. Il y a une somme de chantiers au centimètre carré qui fait que c'est la ville-monde, parce que c'est comme ça qu'on la qualifie, la plus active en termes de travaux publics et en termes de bétonisation. Voilà. C'est le chantier le plus ravageur depuis l'ère haussmannienne, hein, soyons clairs là-dessus. C'est un rebond productiviste et constructiviste qu'on n'a jamais vu. Voilà, ça va très très vite, ça se développe de partout. C'est trier les populations, faire venir des talents pour pouvoir briller de mille feux et surtout asseoir la rente et créer de la survaleur, tout ça au détriment du plus grand nombre qui sont chaque jour un peu plus chassés de ces environnements-là. Et d'un point de vue écologique, c'est purement dramatique. Voilà ce que je voulais vous présenter pour réjouir la soirée, pour donner un peu de... L'ambiance est... Voilà. On peut partir sur une série de questions, d'avis,
Je voudrais dire, parce qu'au moment du problème micro, là, vous avez dit quelque chose, je n'ai pas entendu. Vous aviez listé un nombre de villes en France, et vous avez dit qu'il y a une ville, peut-être Marseille, qui ne rentrait pas dans, dans les cases. Ouais, dans ces cases. Pouvez-vous expliquer? Alors, elle ne rentre pas dans les cases, elle ne rentre pas sous multiples aspects. Mais alors, effectivement, comme je ne l'ai pas dit, mais il y a une réforme territoriale qui a labellisé initialement 14 et dorénavant 22 grandes villes, métropoles. La métropole du Grand Paris en fait partie, elle est très symptomatique, très singulière, etc. Marseille fait partie aussi des villes qui ont été métropolisées, labellisées. Le problème, c'est qu'elle a plusieurs centralités, Marseille. Il y a des quartiers centraux qui résistent, y compris au marketing ambiant et à l'investissement immobilier. Marseille est compliqué, en fait, fondamentalement. Il n'y a pas d'unité politique telle qu'il peut y en avoir aujourd'hui à Bordeaux, à Rennes, à Montpellier, etc. Où on retrouve les mêmes équipes à tous les étages, les mêmes personnes à tous les étages. Marseille, c'est pas un panier, ou quoi qu'il y ait un panier à Marseille, c'est pas un panier de crabe en soi. Oui, tout à fait, le quartier du panier, mais voilà, Marseille a toujours dérogé à tous les plans de planification depuis maintenant un siècle. Et sous cet angle-là, ça ne dérange pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de grand projet. Hein. Le MUSEM, à Marseille, a nettoyé les quartiers, hein, soyons clairs. Hein. Voilà. C'est partie des grands équipements culturels qui participent de la gentrification. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait à Marseille, mais on n'est pas dans la même unité, dans le même unisson que l'on pourrait avoir dans d'autres métropoles labellisées. C'est paradoxal parce que c'est le premier qui a fait voter une loi de décentralisation, oui, c'est Gaston Defferre. Tout à fait, mais parce qu'il savait d'où il venait. Voilà. Et qu'il fallait donner moyen aux élus pour pouvoir, entre eux, éventuellement trouver une solution, quoique. Mais sinon, c'est de là d'où vient l'initiative de la loi de décentralisation et de l'initiative particulière de Gaston Defferre. Voilà. Sans la décentralisation, Marseille ne peut pas être planifiée depuis la centralité d'État. Voilà. Alors dans le prolongement de ce que vous dites, parce qu'il y a quand même une particularité française aussi, c'est les 36 000 communes. Oui, maintenant on est à 34 000 et quelques, mais bon. Les fameuses 35 000 communes, c'est quand même unique, en tous les cas en Europe. Quel est votre point de vue là-dessus? Parce que quand même, ça pose aussi un problème là pour le coup de dimension de minuscule. Tout à fait. Ça pose ce problème de, on va dire, l'atomisation, l'éparpillement, mais c'est un frein qui est en train d'être levé. Les intercos XXL, oui, bien sûr, voilà, le barème démographique pour pouvoir accéder au statut d'interco joue un rôle déterminant. La métropolisation, c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'on a créé dans la même veine des intercos XXL, des méga-régions et des métropoles. Le but, c'est bien de grossir, hein, soyons clairs, c'est de changer de niveau. Et en changeant de niveau, non pas de faire disparaître les communes, mais les communes vont transférer les prérogatives et les compétences aux intercommunalités. Ça, vous savez ça mieux que moi, je ne vous apprends rien là-dessus. Donc il y a bien un schéma politique derrière qui est clair, qui est de changer d'échelle, de changer de strate. Alors après, effectivement, les communes gardent quand même une certaine autonomie, quelques capacités. Et leur nombre ou leur grand nombre peut être un problème à un moment donné. Mais remarquons que les intercommunalités qui aujourd'hui vont le plus vite dans l'intégration et la grosseur, ce sont effectivement les intercos qui sont dans les mondes ruraux ou à proximité des petites villes. Là où justement, de toute façon, l'État avait déjà commencé largement son retrait et elle n'avait pas les moyens, peuplées de 400 âmes, 600 âmes ou 2000 personnes, de pouvoir faire face éventuellement aux dépenses qui étaient les leurs. Oui, donc, justement, il y a aussi, l'intercommunalité, si elle a été créée, c'est aussi pour résoudre un certain nombre de problèmes que les communes ne pouvaient plus régler. Oui. Aussi par des réglementations européennes ou même mondialisation. C'est-à-dire que toutes les petites communes, moi j'ai connu des gens élus qui disent mais nous on peut pas avoir un spécialiste de ci, un spécialiste de ça, et donc l'intercommunalité les a aussi avantagés quelque part sur certains sujets. Alors comment on fait dans ces cas-là? Et de même façon, on parle de densification, de ne pas faire de densification, et moi j'entends plein de discours, y compris écologistes, dire qu'il faut densifier pour ramener les gens à côté de leur travail. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ouvriers, ils vont loger à 1h30 de leur travail, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans à Paris. Je viens de Paris, il y a 40 ans dans Paris, les gens habitaient à côté de leur boulot. Voilà. Non, je suis d'accord. Donc comment on fait? Moi je ne sais pas faire. Quoi. Oui, tout à fait. Mais du coup, sur l'histoire de la densité, revenons 2 secondes là-dessus, parce que c'est le concept de la ville du quart d'heure qui nous est vanté et vendu à longueur de journée par des entrepreneurs de l'urbain, soyons clairs, qui visent à tout réunir à un quart d'heure, à pied ou à vélo, près de chez soi. Considérant que l'emploi du coup doit être relocalisé, que les flux domicile-travail doivent être réduits, etc. Mais on n'a jamais vu une densité faire écologie. Voilà. Vous pouvez retrouver de la facilité, de la fonctionnalité, mais s'il s'agit de produire ce que vous devez manger, s'il s'agit de faire venir l'énergie dont vous avez besoin, croyez-moi que
d'avoir tout à proximité, ça ne changera rien. Dès l'instant où on franchit, mais l'histoire et l'anthropologie et l'archéologie est claire là-dessus, dès qu'on franchit dans nos contrées 20 000 habitants, c'est pas 20 001, hein, d'accord, c'est à peu près 20 000 habitants, on perd la capacité écologique à faire autonomie. Donc, le discours écologiste qui vise à dire il faut tout réunir, mais à combien? Là est la question. Et quand vous posez cette question-là, la salle se vide. Parce qu'ils n'ont pas la réponse, et parce qu'ils sont encore dans des fonctions électives, de mon point de vue, hein, qui sont celles plutôt des grandes villes. Voilà. Et donc, la question de la limite, la question du morcellement, la question de la déminéralisation ne se pose jamais. Rapprocher les fonctions ne fait pas écologie naturellement, spontanément. Ça dépend des activités que l'on rapproche et de ce que l'on arrive de manière, on va dire, sobre à produire directement par sa main ou directement par ses soins. Et sur l'intercommunalité, je suis d'accord, il y a certains éléments qui ont été des avancées, mais ça s'est fait au détriment d'une démocratie locale qui était déjà mal en point. Voilà. Ça participe quand même d'une technicisation du débat et des savoirs de spécialité. Mais je suis d'accord, mais du coup, la solution, voilà, il n'y en a pas une unique, donc c'est ça. On ne peut pas non plus rester sur des... Ben, ça dépend ce qu'on cherche à voir par l'intercommunalité. Ça dépend ce qu'on cherche à voir. Voilà, ça dépend ce qu'on cherche. Tout à fait. Moi, ce que je vois, ce que je vois, mais dites-moi si vous voyez la même chose, ce que je vois, c'est quand même, comment dire, une forme de mutualisation pour des équipements dits structurants. Oui. Voilà. Oui. Là, par exemple, les équipements sportifs. J'ai vu des petites communes qui disaient le fait de se réunir font qu'on peut garder la piscine. On n'a pas de garder. Du coup, c'est là où je vais vous quitter, hein, à un moment donné. Quel est l'intérêt d'une piscine en 2022? Voilà. Municipale? Mais même municipale. Apprendre à nager aux enfants dans les écoles. Ah oui, pour l'élévation du niveau de l'eau peut-être, à un moment donné, pour la submersion marine et le changement climatique. Je crois que ça... Non, je suis d'accord. Le seul truc, c'est que les équipements culturels, les équipements sportifs, tous les équipements qui ont fait vraiment la notoriété et vraiment, grosso modo, la distribution des services et des équipements à l'échelle hexagonale, qui aujourd'hui est peuplée de vide un peu partout, hein, soyons clairs. Mais ces équipements se battre pour ça, moi, sincèrement, je trouve que dans le jeu politique, ça se comprend, mais dans la réalité écologique de nos vies et de nos modes de vie et de nos formes de vie, je parle de piscine, mais je parle de gymnase et d'école, et de collège. Attendez, quand même, là, il y a... il y a à trier. Moi, sincèrement, il y a à trier. Quand même. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de médiathèques un peu clinquantes, voilà, qui sortent de terre comme ça de manière évolutive. Je vois des petits musées qui se déplacent de manière itinérante. Je vois pas forcément l'intérêt vu le coût que ça peut représenter. Je vois beaucoup d'intercos se mobiliser et mutualiser sur des choses qui, socialement, participent de l'attractivité, en fait. Voilà. Et pas de la satisfaction sociale des besoins primaires. Quels seraient les besoins primaires? Moi, je ne vois pas beaucoup d'intercos réfléchir en ces termes-là. Voilà, beaucoup d'urbanistes planifier des équipements d'attractivité. Des compétences du tribunal, par exemple. Oui, d'accord, ok. Là, regardons dans le détail et faisons le tri. Il y a, comment dire, les données du GIEC, mais ne c'est même pas, le GIEC le reprend, mais globalement, tout concourt pour dire aujourd'hui qu'il va falloir diviser par 6 nos systèmes de besoins à 2100. Voilà. Il va falloir, comme un déménagement, laisser des choses et emmener des choses. Voilà. Il y a aujourd'hui des équipements qui sont totalement inutiles et somptuaires. Mais c'est même la majorité, à mon avis, de ce qui sort de terre. Voilà. Donc du coup, je reviens sur ce que je dis. Il y a non pas tout arrêter et s'auto-éduquer, auto-apprendre à nager dans une mare ou une flaque d'eau, etc. Peut-être un peu d'équipement, un peu de technique, d'accord? Dans la Seine, quand elle est plus polluée. Exactement, on attend Jacques là-dessus. Mais sérieusement, donc il y a certainement encore des services et des équipements, mais aujourd'hui, ça participe de l'attractivité différenciée. Voilà, beaucoup des équipements. Voilà. Mais pas que, enfin voilà. Regardons en détail du coup. Sabrina? Oui, du coup, moi j'avais quelques remarques. Déjà merci, parce que c'est passionnant, vraiment. Je pense qu'on a beaucoup de questionnements en tant qu'écologistes sur comment construire les villes, et donc c'est des vrais sujets pour nous. Et en fait, il y a quelque chose qui revient assez systématiquement. Je ne vais pas parler ni des équipements ni quoi que ce soit, parce que je pense qu'effectivement, ça participe tout ça en fait à créer des métropoles attractives. Et en fait aujourd'hui, les métropoles se construisent uniquement sur le volet économique et l'attractivité économique pour être concurrentielle à l'échelle de l'Europe. Et on oublie effectivement toute une partie des populations, donc ça, je le mets de côté. Mais il y a une question qui revient tout le temps, c'est la question du logement. Et donc les 700 000 logements qui manquent à l'échelle de l'Île-de-France, et donc la construction du logement, et là pour le coup on n'est pas sur des équipements ou des bureaux quoi que ce soit, mais c'est vraiment sur loger les gens. Et une question qui revient assez régulièrement, c'est est-ce qu'on nous fait de l'étalement urbain, ou alors est-ce qu'on monte
dans les hauteurs pour construire, pour laisser de l'emprise au sol. Donc ça, c'est vraiment une des premières questions qui revient assez régulièrement, avec tout ce que vous avez dit sur la remise de la pleine terre, des perméabilisations. C'est des choses qui commencent vraiment à émerger sur nos territoires, y compris d'ailleurs, se posent maintenant les questions de déperméabiliser les cours d'école, qui sont complètement bitumés, sur lesquels il n'y a aucun intérêt. Et donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est que moi, là où je vous rejoins, c'est que finalement, cette crise du Covid, ça nous a bien montré une chose, c'est que par exemple, les bureaux et les tours qu'on a construits à grand renfort de millions, notamment à la Défense ou à d'autres endroits, pendant la crise sanitaire, ils étaient vides, ces bureaux, et les gens, ça ne les a pas empêchés de continuer à travailler, à produire finalement, alors qu'on sait qu'on doit être dans un système complètement inversé, parce qu'on doit être plutôt dans une sobriété aujourd'hui par rapport à ce que vous dites, et en fait, on continue une consommation, on est vraiment dans un système consumériste, avec des villes effectivement qui nous poussent à consommer toujours plus dans nos modes de vie aujourd'hui tels qu'ils sont construits et tels qu'en fait on nous dit que c'est comme ça qu'il faut vivre. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir justement quelques éléments de réponse sur comment est-ce qu'on construit finalement la ville de demain avec un équilibre qui permet de loger les gens, de ne pas faire d'étalement urbain, de ne pas monter dans les hauteurs, d'avoir de la pleine terre, enfin voilà, tous ces éléments-là, comment on fait? Bien. Pour moi, mais j'emprunte aux écologues, il n'y a aucune solution en fait. Il n'y a aucune solution parce que ça fait longtemps qu'on a franchi la limite. Voilà. Je vais la jouer cadrage débordement. Aujourd'hui, vous avez 4 millions de logements vacants en France. Sur ces 4 millions, vous avez 450 000 qui sont immédiatement habitables. Ils ne sont pas dans les polarités métropolitaines. Voilà. On a dans les polarités métropolitaines. On a un commissaire au plan, on a recréé ce truc-là, un certain François P, qui n'a toujours pas vu qu'il y avait un problème de ce côté-là, qui nous parle de taux de fécondité. C'est un truc. On a un défaut de planification, un défaut de. Alors, non, pas le terme planification peut-être, mais on a un défaut d'anticipation de cette réalité-là. Mais aujourd'hui, on a 36 millions de logements en France. D'accord, mais comment on fait pour choisir finalement les personnes qui vont partir? Mais voilà, le truc c'est qu'il y a un hiatus entre la machine qui rend attractif une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de lieux en France, qui deviennent totalement mégalomaniaques, et la réalité du logement. Aujourd'hui, c'est pas un claquement de doigts la crise du logement, mais si on remettait juste les 450 000 immédiatement habitables, je pense que ça pourrait soulager les millions de mal logés que la Fondation Abbé Pierre recense chaque année. Donc, il n'y a pas de solution, puisqu'il s'agirait de toujours penser dans le même cadre géographique, celui des villes. Forcément. Alors du coup, oui, a priori, entre de quel étalement on parle et de quelle verticalité. Aujourd'hui, les architectes qui travaillent sur notamment des matériaux biosourcés, parce imaginons qu'on construise dans des villes de manière un peu écologique, vous disent grosso modo on ne peut pas dépasser 3 étages. Voilà. Dans la surface hors œuvre nette, il y a un certain niveau de plancher, on ne peut pas aller au-delà. C'est une question physique, de matérialité même. Bon. Donc du biosourcé, rien que ça déjà rétrécirait la voilure. Mais le problème c'est que, vu la demande, vu le régime d'attractivité de ces grandes villes-là, seuls ceux qui en ont les moyens pourront se payer ce type de logement. Et ça participe sans cesse et encore du capitalisme ambiant. Moi, vraiment, je me fais des nœuds au cerveau, je suis tout seul dans mon coin, il n'y a que moi que ça amuse, mais il n'y a pas d'autre solution que de démanteler les villes. Voilà. Il faut les fragmenter, il faut recréer des centralités, il faut retrouver de la taille humaine. Alors c'est là où peut-être que la ville du quart d'heure, les fonctionnalités proches, peuvent aider à repolariser ces centralités. Mais fondamentalement, si c'est au détriment de l'écologie, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, mais après, quand on est à Vitry, je ne sais pas avec ça comment on porte un message. On ne peut pas. Parce que du coup, on va dire, bah oui, mais moi, en tant qu'élu à Vitry, c'est pas moi qui décide des 50 logements vacants à Pontivy, par exemple, voilà, en plein cœur de la Bretagne. Et bien, si, vous avez 2 programmes nationaux qui aident les plus pauvres à réaménager dans les périphéries. Et bien, les programmes ont été dotés, tenez-vous bien, de 20 millions d'euros sur 5 ans. Ouais, super. Voilà. Avec ça, on va y aller. Seul le logement, pas l'emploi. Seul le logement et pas l'emploi. Comment? C'est ça. S'il n'y a pas de boulot, voilà, c'est ça. Seul le logement, pas l'emploi. Et du coup, au bout de 3 ans, la plupart sont revenus parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi sur place. Voilà. On est dans quelque chose qui nous transcende, en fait. On est dans un imaginaire, voilà, un imaginaire qui est celui de la densité, de la concentration et de la polarisation. Donc, 700 000 logements en Île-de-France, fondamentalement, moi je dirais, il faudrait peut-être repenser une géographie hexagonale, voilà, fondamentalement, à d'autres échelles. Il faudrait peut-être fragmenter l'espace francilien à un moment donné, repenser en centralité. Ça l'a été à la fin des années 70, au milieu des années 90. Par sursaut, on voit les trucs réapparaître, voilà. Au nom de pensées d'aménagement ou de personnes, voilà, qui ont une certaine sensibilité, qui le portent au sein des administrations, mais je ne vois pas du tout ça aujourd'hui, en fait.
façon, c'est à contre-courant. On essaye de freiner un maximum la La densification. construction. Ouais. Et en fait, la plupart des maires, ils sont plutôt dans une logique de grossir leur ville. Ah oui. Moi, je suis à côté, je suis à Ivry, donc on veut passer à 80 000 habitants quasiment, donc alors qu'on est à 60 000 aujourd'hui, 62 000. Donc je vois bien en fait le côté où justement il faut construire, il faut densifier, il faut. La maire d'Orly, un jour, elle a dit à un écologiste qui lui disait oui, tu avais promis l'écologie, puis tu construis sur des espaces verts. Et elle a répondu il faut bien que je gaz les gens. Voilà. Donc effectivement, moi quand je regarde Vitry, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, quoi, quand on voit tout ce béton là. En plus, là je suis tombé sur un site que j'ai mis sur le WhatsApp pour tout le monde, là, qui s'appelle La Fabrique écologique. Et il y a un dossier justement sur ça. Donc ils expliquent aussi que même les gens, si on leur propose de se rapprocher de leur lieu de travail par exemple, bah, ils n'abandonnent pas le pavillon ou la voiture, ils ne veulent pas. Donc il y a les politiques que les politiques peuvent mener, puis après il y a le comportement de chacun aussi qui peut poser problème, je trouve. Oui. Mais voilà. Après je me dis, j'ai étudié quand j'étais étudiant il y a très longtemps la transition démographique, qui se vérifie pour l'instant. Et donc je me dis que le jour où il y aura vraiment une baisse de la population, on aura peut-être réglé le problème. Ouais. Et il y aura trop de béton par rapport aux gens. Mais comme c'est pas encore, moi je serais plus là depuis longtemps, mais même tous ceux qui sont là d'ailleurs. Donc je me dis, est-ce qu'il faut attendre ce genre de solution à très long terme, moyen long terme, voilà. Hein? Non, c'est pas. Non, mais je veux dire, en fait, la question c'est comment tu loges 10 milliards d'êtres humains, quoi. Ah oui, mais. Oui. Alors, oui, excusez-moi, Comment tu c'est pas très construit. manger, comment tu les chauffes. Est-ce qu'on peut passer déjà par l'échelle nationale plutôt que de partir de Vitry pour aller aux 10 milliards tout de suite? Parce que là, bon, à l'échelle nationale, aujourd'hui, mais c'est de la politique fiction, hein, je ne sais pas comment on pourrait s'y prendre, hein, c'est totalement idéaliste ce que je veux dire, mais la permaculture nous dit, mais tous les écologues maintenant confirment qu'il faut entre 500 et 700 mètres carrés pour faire autonomie. 700 mètres carrés de sol, terre nue, hein, un peu fertile. Bon. Pour faire autonomie pour combien? Comment? Par personne, par habitant, par personne. Ça va de 300 pour les permaculteurs industrieux, je ne devrais pas les appeler comme ça, mais qui produisent quand même sur des micro-parcelles, à 700 mètres carrés, voire à 1000 mètres carrés. Vous passez à 2000 mètres carrés par habitant dès l'instant où il y a justement les zones de stockage, les habitations, les espaces de desserte, etc. 2000 mètres carrés par habitant aujourd'hui, vous distribuez ça à chaque Français, ça représente 21% de l'espace hexagonal artificialisé. Or, l'artificialisation en France officiellement, elle est selon l'INSEE, mais parce que c'est que l'urbanisation, c'est que le béton, de 7,6%. Le problème, c'est que le béton, pour tout se tenir au même endroit, il faut tout industrialiser, y compris l'agriculture. Donc il faut rajouter toutes les surfaces agricoles utiles et tout le conventionnel qui se joue derrière. Et quand vous rajoutez le conventionnel, on est à plus de 50% de la surface hexagonale qui est dite artificialisée. Voilà. Donc on est de 22 à 50%. Il faudrait un Deus ex machina pour changer notre géographie et tous nous affecter 2000 mètres carrés. Mais sachez juste que c'est physiquement possible. Voilà, c'est juste ça. C'est réalisable. Le seul truc, c'est que ça va à contre-courant des 5000 dernières années, parce que c'est une œuvre civilisationnelle qui remonte à la Mésopotamie antique, qui a été accélérée par capital thermo-industriel sur les 2 derniers siècles, et qui a la métropolisation comme dernier par Rangon. Donc on ne va pas changer ça d'un claquement de doigts, c'est évident. Il n'en demeure pas moins que 10 milliards, faut-il les réaffecter? Comment pourrait-on faire? Je ne sais pas. À l'échelle aujourd'hui des 68 millions de Français, ça pourrait être envisageable à condition de juste... Non, c'est pas faisable, c'est envisageable. À condition de changer de logiciel de pensée, c'est juste ça. Ouais, mais on n'a pas tous forcément envie de cultiver 2000 mètres carrés. Le seul truc, c'est nourrir. Alors, la chose, c'est que écologiquement, qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. S'il faut réduire et diviser par 6, la seule écologie viable, c'est celle de la sobriété de l'autosubsistance. C'est la seule écologie viable. Mais vraiment, tous les permaculteurs y sont, toute la néo-paysannerie y est, tous les effondristes, bien évidemment, ils s'amusent à ça, ils sont. Il y a un moment donné, on ne peut plus faire autrement. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas tous envie d'être paysans. Mais il va falloir, l'atelier paysan de la Conf, sorti son bouquin, reprendre la terre aux machines, il est passé de 1 million à 10 millions de paysans. Il faut réempaysanner la France. Voilà. Il va bien falloir remettre les mains dans la terre, on n'a pas tous envie de faire ça, mais c'est le seul moyen de diminuer par 6 le système de besoins et la pression écologique que nous exerçons, mais physiquement et matériellement. Voilà. Non, mais si on cultive, on travaille comment? Ben, vous travaillez plus. Non, mais c'est pas les mêmes. Enfin, je veux dire,
vous travaillez plus, vous travaillez pour vous nourrir, vous travaillez pour vous chauffer, vous travaillez pour construire. En fait, vous remettez de l'activité et du sens de l'activité. Voilà. Ce qu'un certain Emmanuel M a appelé Amish à un moment donné. Voilà. C'est ça. C'est le modèle. Non, c'est pas le modèle Amish. Il a disqualifié ça. Voilà. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu plus votre modèle d'une cité, enfin, d'une commune de 20 000 habitants au maximum, plafonné? Ça serait quoi votre modèle? Comment elle se structurerait Morphologiquement, par exemple, quel paysage elle donnerait, quelle fonction elle aurait, etc. Vous avez plusieurs petites villes aujourd'hui qui en représentent le modèle. D'ailleurs, c'est dans ces petites... Dans ces villes-là, pour l'instant, les gens ne font pas leur... Ah non, alors du tout. Ils ne font pas leur culture. Donc, ils ont le même mode de vie que nous, sauf qu'ils sont... oui, mais du coup, puisqu'il y a un principe de réalité quand même qui m'habite de temps en temps, vous avez des petites villes qui, justement, en dessous de 20 à 30 000 habitants, indéniablement, ont changé le braquet sur l'autonomie alimentaire, par exemple. Voilà. Et ont accès à des terres à proximité, ou ont des contrats de réciprocité avec des communes pour produire, et c'est là où la souveraineté alimentaire est en train de revenir assez rapidement. Voilà. Donc d'un point de vue alimentaire, ça peut se jouer. D'un point de vue énergétique, on a des villes telles que Albi qui indéniablement, morphologiquement, peuvent produire un certain nombre d'économies, ça indéniablement, par le type de bâti, par les réflexions qui ont été réalisées, par la densité d'utilisation, par les formes d'usage qu'il y a derrière. Vous avez des exemples comme ça que l'on peut prendre, hein, sincèrement. Du côté de l'autonomie alimentaire, Angoulême, un peu plus haut, 48 000, 50 000 habitants, peut par moment donner à voir ce que pourrait être... Et alors du coup, ça donne... C'est pas un éparpillement, soyons clairs, et c'est là où il y a un problème, c'est que les gens, de plus en plus, veulent s'éloigner des cœurs urbains, alors particulièrement métropolitains. En fait, je crois que la maille aujourd'hui, peut-être la plus pertinente, c'est les 10 000 petites villes de proximité, bourgs-centres et villages un peu gros. Je ne parle pas des hameaux et des lieux-dits. Hein. Vous avez une strate en France de ces 10 000 unités-là qui maillent tout le territoire et qui devrait être en fait la clé de voûte, hein, de l'aménagement du territoire. Mais il y a des polarités, il y a des centralités. Dans ces centralités-là, c'est l'épicerie et le café, c'est le marché ou les deux marchés hebdomadaires. Voilà, c'est des modes de fonctionnement que l'on connaît déjà à plusieurs endroits. Et effectivement, la question de l'emploi est posée. Mais s'il s'agit de déconcentrer, donc de décentraliser, de relocaliser, il y a plein d'activités qui sont créées à ces endroits-là. Voilà. Mais des activités qui sont en lien généralement, alors soit avec le tourisme, et ça participe de l'attractivité, c'est pas la solution, mais avec la production de la terre et la production alimentaire, il y a des choses qui voient le jour de manière assez signifiante. En fait. Voilà. Donc autour de cette strate des 10 000, que les géographes ont beaucoup travaillé sur le siècle écoulé, il y a des choses à mon avis à faire. Voilà. Mais on n'est pas à Vitry. Hein. Un des débats qu'on a eu à maintes reprises, d'ailleurs au conseil municipal à Vitry, c'est ce dont tu parlais, Sabrina, sur le fait qu'on a de plus en plus de demandeurs de logement. Il faut bien répondre à cette demande-là. Et un des chiffres sur lesquels moi j'avais travaillé, c'était de voir que plus la population augmentait à Vitry, et la courbe de l'augmentation du nombre de demandeurs était, elle se suivait en fait. Et donc, la réponse ne peut pas être de faire plus de logements, puisque la réponse va être d'avoir plus de demandeurs encore. Donc, à un moment, il faut mettre un coup d'arrêt. On a eu là-dessus, en tout cas, un maire précédent qui a estimé que sur la partie des Ardoines, il fallait faire un stop. Et je pense qu'il faut se redire juste que cet acte-là avait quelque chose qui était fort. Ça n'a pas été suivi par le maire actuel. Mais parce que la question ne se pose pas, à savoir ce que l'on veut vraiment faire sur la zone inondable des Ardoines, si ce n'est de créer une nouvelle ville de 25 000 habitants supplémentaires dans la ville de Vitry. Et d'ailleurs, je pense que on ne peut pas faire grand-chose pour revenir en arrière, mais on ne va pas peut-être mettre en place une ZAD aux Ardoines, même si ça donnera envie à certains de le faire. Moi peut-être au fond de mon cerveau je me dis si j'avais 20 ans de moins peut-être que je m'y mettrais, mais au-delà de ça, enfin de l'action qu'on peut mener déjà par cet échange qu'on a ce soir, mais aussi en portant ce combat-là en conseil municipal et dans d'autres instances. Moi on le fait aussi au conseil départemental,
c'est de dire stop, quoi. Il y a d'autres manières de faire, en mettant des bâtons dans les roues, en disant ouais, mais vous n'avez pas pensé à tel truc, quitte à faire 8000 logements de plus, et où sont les services publics, etc. Parce que d'un seul coup, ça fait peur, il faut mettre plus d'argent, etc. Mais ça nécessite aussi d'être très grand public et d'interpeller un maximum de personnes. Sauf que la plupart des gens font partie des 70% dont tu n'as pas spécialement beaucoup parlé. Tu as beaucoup décrit les 30%, mais les 70 autres pourcents qui sont obligés de ramer pour essayer de survivre dans ce magma, quoi. Donc, mais à Ivry, tu parlais d'Ivry, Ivry Confluence qui est sur les bords de Seine. On a la suite, c'était il y a 25 ans dans le à BNF, quoi, puis Tolbiac et compagnie. Ben voilà, on va avoir tout ça sur le bord de Seine. On va avoir une crue centenale qui va arriver, qui va être amplifiée par ce phénomène. On a des zones comme les Ardoines qui on nous dit qu'on va avoir moins de béton, parce que c'est déjà très bétonné, mais on va avoir plus d'habitants, donc on va avoir des conséquences qui vont être énormes. Et quand on a un débat là-dessus en conseil municipal, on a l'impression que ça ne prend pas, quoi. On a un débat comme ça au conseil départemental, on a l'impression que, bah oui, c'est pas grave, on va être confronté économiquement à la pire crise. Le Covid, ça va être rien du tout au niveau économique par rapport à la crue centenale qu'on va connaître en région Île-de-France. Mais voilà, c'est pas grave, on a l'impression qu'on se met un foulard sur les yeux ou une serviette, pas regarder. Mais vous savez que Shanghai et Pékin ont plafonné leur niveau de peuplement? Oui, mais ils s'en sont à combien? Ah, ils ont tardé les mecs, hein. Ils sont à 20 millions et 25 millions. Mais officiellement, c'est plafonné. Ils ont aussi interdit aux gens d'avoir 2 enfants, quoi, à un moment. Mais Enfin, tu vois, oui. Non, mais on en revient toujours à la même chose, c'est que comment tu limites le nombre d'habitants dans des villes où il y a du boulot et où la population grandit. C'est l'équation impossible. Bah surtout quand on est élu de ces villes-là, oui, ça je comprends bien. C'est problématique, oui. C'est pas forcément le cas, parce qu'en vrai, dans les ZAC qu'on construit, qui sont en construction aujourd'hui, tu as du logement qui se construit, les équipements publics tardent souvent à arriver, et alors le volet économique et les entreprises, c'est encore plus long, voire parce qu'en plus on est dans un axe qui n'est pas du tout favorable, parce que l'installation économique elle se fait plutôt à l'ouest, vers la défense, c'est pas vraiment chez nous, donc voilà, il n'y a pas vraiment de lien entre travail et logement, mais surtout, moi ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est qu'on empile des gens donc dans des logements qui sont en plus dans des normes de plus en plus petites, les chambres c'est 9 mètres carrés, vraiment on est dans un truc maintenant qui est assez standardisé, sans jamais se poser la question de la qualité de vie. Parce qu'on passe plus de temps à l'extérieur de son logement en vrai qu'à l'intérieur, et en fait la question de y compris des espaces publics qui sont aujourd'hui livrés, qui sont complètement minéralisés, vraiment on est dans un truc qui est assez flippant, et en fait il n'y a pas du tout de qualité de vie, et ce qu'on voulait éviter à tout prix, donc je pense à le phénomène d'impossibilité dortoir, en fait on s'y retrouve quand même un peu, quoi. Après, on a des possibilités d'amélioration aussi, ce serait peut-être des petites touches. On ne reviendra pas en arrière de 5000 ans d'évolution de civilisation, mais il y a des petites choses qu'on a portées, par exemple dans les programmes pendant les élections précédentes. Le fait de vouloir consacrer des hectares qu'on a de disponibles pour faire de l'alimentation, ne serait-ce en permaculture par exemple, pour alimenter les cantines scolaires, ça participe à essayer d'améliorer l'autonomie alimentaire, en sachant très bien qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on est trop nombreux, etc. Mais déjà, rien que penser à développer ce qu'on a, ce qui existe, c'est déjà essayer de trouver des solutions. Arrêter le développement de zones où on pourrait mettre 25 000 habitants de plus, c'est aussi une volonté d'endiguer. Tu parlais de la question des énergies, plutôt que d'aller taper dans les énergies fossiles, on a la possibilité d'aller chercher avec la géothermie, la possibilité d'alimenter les bâtiments existants. Tu parlais du nombre de mètres carrés d'habitations vacantes, il y a aussi les bureaux qui sont vacants. Il y a 3 millions de mètres carrés de bureaux vacants en Île-de-France. Il y a une métropole qui existe où les élus peuvent se parler, il faut mettre le sujet sur la table et se dire, voilà, maintenant stop, quoi. Je crois que la loi permet de faire de la réquisition. On a, je pense, aussi des armes. Les bureaux maintenant sont dans les maisons. Pardon ? Les bureaux sont dans les maisons de plus en plus. Et il y a aussi à anticiper ça. Les ardoines, dont on parlait tout à l'heure, c'est
25 000 habitants en plus avec 8 000 logements, mais c'est surtout 1 million de mètres carrés de bureaux 25 000 emplois. Adhérent. C'est ce qu'ils pour annoncent. faire 25 000 emplois. C'est-à-dire on va faire venir des gens qui sont actuellement dans d'autres bureaux pour les faire travailler dans des nouveaux bureaux qui seront utilisés une fois tous les 3 jours parce qu'on va passer tous en télétravail, enfin tous ceux qui sont travaillent dans le tertiaire. Enfin, et donc ça, il y a un moment où il faut avancer aussi sur la question de la question sociale du travail, parce que bientôt, peut-être qu'on va penser à faire des appartements un peu plus grands, de 8 mètres carrés supplémentaires, pour permettre à ce que chacun ait son espace de travail chez soi. Mais ça va reposer aussi sur sa qualité de travail et aussi sur des revenus en moins que l'on aura, parce que ça sera intégré dans le fait que tu vas payer toi-même ton chez toi avec tes mètres carrés. Voilà. Donc il y a des questions comme ça à mettre sur la table en termes de projets à mener dans les villes, mais aussi sur plus largement la question qui touche au niveau national, la qualité de travail, et la manière dont on peut aussi, à partir de l'existant, faire ce qui peut être utile, quoi. Du logement, à partir de l'existant, du construit déjà. C'est vrai qu'a priori, le logement a toujours été la variable d'ajustement de l'emploi. Il y a un moment donné, il faut inverser, faut que l'emploi se rapproche des unités d'habitation fondamentalement. C'est ce dont on parlait tout à l'heure sur les. Il y a d'autres façons. On parle de télétravail, mais je pense que c'est compliqué de travailler chez soi et l'espace de coworking à proximité de chez soi, ce qu'on est en train de développer à la Caisse des dépôts, par exemple, pour pas la nommer, c'est que les gens, au lieu de venir d'Angers à Paris, eh ben, ils restent à côté d'Angers et que d'autres sociétés puissent venir dans nos locaux, en fait. Et plutôt que de faire du télétravail. Parce que le télétravail, c'est bien beau, mais franchement, moi je suis contente d'être en fin de carrière et de bientôt arrêter ce télétravail et tous les problèmes que ça peut poser aujourd'hui d'arrêt de travail. Enfin, franchement, fais attention. Moi, le télétravail, je parlais pas catastrophe. je parlais pas du télétravail. Hein. Quand j'ai Bah dit oui, parce que... la variable d'ajustement, elle est là. Voilà, la variable d'ajustement, elle est de travailler dans des espaces et d'avoir, effectivement, on parlait de qualité de vie. C'est quoi de qualité de vie, quoi? C'est quoi la qualité de vie? C'est, voilà, c'est par rapport à son travail, par rapport à l'alimentation qu'on peut trouver, par rapport aussi à aller faire quand même ses courses à pied, finalement. Peut-être aller à la piscine, malgré tout, quoi. Bah ouais. Bah ouais, mais. Bah ouais. mais Parce que ça me détend. mais oui, mais écologiquement, ça n'a pas de belle vertu. Peut-être, mais non. Mais non, mais je pense que le problème il est là. Hein. Fondamentalement, on est dans une matrice qui est celle de la construction sociale de la valeur par l'immobilier. Voilà de quoi on est nourri depuis un siècle et demi. Ça s'appelle le capitalisme industriel. Et on n'a toujours pas, mais les écologistes aussi, toujours pas changé de paradigme de pensée. Toujours pas. Mais du coup, allez à la piscine si ça vous détend, si ça vous permet de voir l'effondrement tranquillement de là où vous êtes. On va revenir à la piscine. Eh ben non, mais c'est vous qui parlez de la piscine. Mais non, mais pourquoi la piscine? Il ne faut pas de piscine, enfin, quand même. Parce que c'est Ça a une l'air empreinte d'être assez, écologique de Non, chauffer. c'est vous qui parlez de piscine. Avec la géothermie, comme on va du Tokai. Non, mais tu vois, l'histoire de la piscine, ça montre bien quand même qu'il y a un problème. De quoi? On sait qu'il faut aller vers de la sobriété, qu'il faut Mais on changer n'est des pas choses. prêt à Alors, on va lâcher pas ça. prendre l'exemple de la piscine, mais sur Vitry, des fois, je me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter le béton, l'urbanisation, l'artificialisation des terres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Et puis sur les problèmes écologiques en général, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce qu'il faut continuer à vivre comme si de rien n'était? Et puis dire, non mais là sur la piscine, tu dis il faut garder la piscine, il faut garder ça, il faut garder ci, c'est un exemple que tu donnes. Mais il y a des choses, il y aura forcément des choses qui seront compliquées. Je demande qu'est-ce Voilà. que c'est que la qualité de vie si à côté de chez moi, la seule possibilité que j'ai, c'est d'aller cultiver mes pommes de terre en bas. Mais on y prend. Non, c'est pas ça, c'est qu'au bout d'un C'est moment, quoi la c'est qualité aussi de vie? avoir la qualité de vie. Il y a c'est le musée, aussi il y a la réussir à- piscine, il y a, voilà. Je dis Allez, pas que c'est musée. C'est facile. une urbaine, hein, donc. Ah ça, mais ça se voit bien. Il y a la voiture, C'est il y a une ça. urbaine, Ah oui, oui. C'est quoi la ville écolo idéale alors? C'est pas la ville. Ouais, Il quand même. n'y a pas de ville écolo. Ça n'a jamais existé. C'est ça Il y a le pas de problème. ville écolo. C'est ça la fumisterie Mais non, aujourd'hui 20 000 de la habitants, pensée c'est quand même une universitaire. ville. Comment? Vous parliez de 20 000 habitants, c'est quand même une ville. Oui, mais c'est pas la ville telle que nous, aujourd'hui, on la cultive, on la magnifie. De tout temps, la ville, comme regroupement humain, c'est domestiquer le vivant et construire le politique pour réguler les corps, parce que plus on est réunis, plus il faut des règles de conduite collective. C'est ça la définition première de la ville. Après, on a habillé ça avec
de l'urbanité, des formes de tolérance, de rapport à l'altérité, de la question de la diversité. Mais historiquement, une ville, c'est quelque chose qui est éminemment productiviste en fait, voilà, à la fois humainement et politiquement. Du coup, dans la longue tradition et la longue épopée des villes, effectivement, on s'aperçoit, l'archéologie aujourd'hui plutôt tropicale tend à montrer que, y compris sous d'autres contrées, c'est 10-15 000 habitants qu'il ne faudrait pas dépasser. Donc ça veut dire que, on va dire, l'idée même de la ville peut survivre à l'écologie. Mais on n'en prend pas le chemin, voilà, c'est juste ça. Fondamentalement, d'où la question de qu'est-ce qu'on fait dans des petites unités humaines, urbaines, d'agglomération. C'est juste la question fondamentale. Par contre, c'est parce qu'on a besoin de culture, qu'on a besoin de sport, qu'on a besoin de ces choses-là, qu'on n'en sortira jamais, en fait. Voilà. Il y a la culture aujourd'hui, telle qu'elle nous est proposée, ne répond pas du début, du commencement à l'écocide engagé. Voilà. Nos rapports à l'activité physique, croyez-moi qu'on va arrêter le sport le jour où on va devoir travailler la terre, parce qu'on en a perdu physiologiquement la capacité. Voilà. Il y a un siècle, c'était le cas encore. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Voilà pourquoi réempaysanner devient quelque chose de déterminant. Mais on peut faire ça en ville, le réempaysannement. Voilà, on peut réouvrir des fermes qui ne seraient pas en hydroponie, en aquaponie, mais qui seraient des fermes qui accueilleraient des paysans éventuellement. Voilà, ça peut se faire, sans prétendre à l'autonomie alimentaire avec cette chose-là. Ce qu'on voulait faire sur le parc des Lilas avec une école pour permettre à nos jeunes de s'intéresser à mettre les mains dans la terre. Et voilà, il y avait consacré 30 hectares à... Sur l'autonomie alimentaire, on a quand même un problème majeur sur notre territoire, c'est la pollution des sols. Donc ça va nous prendre un peu de temps pour pouvoir cultiver des choses comestibles sur le territoire. C'est 40% des jardins aujourd'hui qui sont à Nantes, Lille, Marseille, Toulouse sur 4. Il y a des sondages qui ont été faits, 40% qui sont en pollution. Il faudra 20 ans pour dépolluer le plomb et l'arsenic. Les ne vont pas cultiver. Et la question, c'est une question un peu plus philosophique, c'est finalement est-ce que les humains il est prêt à faire des efforts sur la question de la sobriété et à changer finalement dans sa définition de ce que c'est que le bien-être, enfin voilà. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que l'humain est prêt à ça? Moi, je me suis... En fait, il y a des changements, on le voit, parce que par exemple, il y a des gens qui consomment moins de viande, qui font attention à ce qu'ils font dans leur quotidien. Mais je ne suis pas certaine qu'on soit dans un virage complet. Non, c'est pas radical. Voilà, une forme de radicalité qui ferait qu'aujourd'hui, on est tellement conscient des enjeux qu'on serait capable de changer nos modes de vie. Il y a un truc qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est que c'est finalement la ville, ça ne doit pas exister. Et pourtant, c'est dans les villes qu'on a aujourd'hui les plus grands taux de vote pour tout ce qui va être écologie politique. Et en fait, du coup, ce que je comprends, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils n'ont juste pas compris leur intérêt. C'est-à-dire que leur intérêt, c'est de partir, en fait, plutôt que de rester là et voter là. À moins que l'on croit pouvoir changer encore ces choses-là de l'intérieur. Mais par rapport à ce que je vous ai entendu dire, moi, aujourd'hui, je comprends qu'en fait, de toute façon, ça n'est pas possible. Alors, pour moi, mais ça n'est qu'une pensée de l'écologie radicale, soyons clairs, qui m'inspire énormément, et plutôt anarcho-libertaire, vous m'avez bien senti au niveau du politique, c'est pas trop mon truc. Par contre, cette idée qu'il puisse y avoir antithétisme ou antinomie entre la ville et l'écologie, il faut voir à quel niveau, sur quelle expérience, par quel environnement et quelle écologie. Mais la question du changement comportemental, on ne va pas se la poser longtemps. Voilà. Je vous dis, 2100, 74% de la population sera dans des situations létales de canicule mortelle. Croyez-moi que ça va bouger. Le problème, c'est que si on attend d'être confronté à ça, c'est ceux qui auront les moyens d'aller se cloîtrer dans leur petit Eldorado, qui auront la capacité de survivre au trépas écologique. On est dans un phénomène d'emballement. Toutes les coordonnées écologiques vont changer, ont commencé à changer, mais ça va s'accélérer, c'est exponentiel. Dans 15 ans, Vitry aura une autre température moyenne, un autre taux d'ensoleillement et un autre rapport à la chaleur. Croyez-moi qu'à mon avis, les corps vont à un moment donné parler. Voilà. Donc peut-être que d'un point de vue de conscience aujourd'hui, parce qu'on est tous stimulés par la publicité, par Netflix, par le streaming, par toutes ces conneries-là, forcément, et puis par ces petits trucs aussi qui s'appellent les smartphones, on est tous le nez sur ces machins-là, donc on a l'impression de ne pas changer, ou en tout cas d'être tout seul à vouloir éventuellement. Dans 15 ans, je crois que ça va de fait, voilà, parce que les environnements vont changer. Même les rapports le disent, c'est-à-dire qu'il faut engager des changements radicaux d'ici 2030 pour influer, complètement, y compris sur les 1,5 degrés qui maintenant sont quasiment inatteignables. Mais en fait, tant qu'on n'est pas impacté directement, parce que d'ici 2030, je ne suis pas certaine, enfin, même si on voit quand même des choses qui arrivent, en fait, que le changement des comportements sera radical parce qu'on aura pris conscience. Moi, je le dis souvent à titre d'exemple, je dis, mais en fait, on est en 2020. Pour ceux qui ont des enfants aujourd'hui, quand ils auront 30 ans en 2050, ils seront déjà dans une ville invivable, en fait. Et ça permet de prendre un peu conscience, mais
pas tant que ça finalement. Ben, complètement. En tout cas, ouais. En tout cas, il y a un ineffable et un indicible là-dedans, c'est bien la question de la ville. Voilà. La question de la ville, elle est pour les plus ardents écologistes que je côtoie assez régulièrement, qui est de dire, là on a de la puissance, là on peut éventuellement infléchir la réalité. Le problème, c'est que le métabolisme même de l'urbain, sa matérialité, nous a déjà depuis longtemps fait franchir l'incapacité de revenir en arrière. Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose qui se joue. On est biberonné à la ville. Regardez les manuels scolaires. Regardez ce qu'ils vous mettent en troisième dans le crâne de nos gamins, en première et en terminale sur la métropolisation. Écoutez les universitaires que je connais très bien, puisque ce sont mes collègues, à longueur de journée, nous vanter les mérites subliminaux de la ville et de l'agglomération. On a tous été bercés. C'est une illusion collective, c'est une fable collective qui s'appelle le capitalisme. Et c'est plutôt une classe bourgeoise qui raconte ces choses-là. Il serait bien à un moment donné de décoloniser nos imaginaires, fétichiser l'urbain. Voilà. Mais ça, je dis ça tranquillement, machin, etc. J'en ai pas la solution. Les conseillers On sont en pas parlait à les M. prochains. Blanquer. Hein. Comment? On en parlait à M. Blanquer. Il a émis ça, c'est En maillot blanc. Il vient de repartir, il en a marre. Il ne peut pas tout faire. Là. Enfin, la question que posait Sabrina sur le changement du comportement humain, il est quand même essentiel parce que là, vous revenez, même si vous dites que vous ne faites pas de. L'action politique ne vous intéresse pas, malgré tout, vous êtes quand même très attentif à des décisions qui sont des décisions politiques. La question du comportement humain, elle est quand même, il faut le dire, c'est quand même une masse globale extrêmement importante et pour la bouger, ça va prendre plus que 15 ans, à mon avis, puisque cette question-là, pour les anciens écolos dont je fais partie, on se la posait il y a 30 ans déjà, de la même manière. Or, très peu de choses ont bougé en 30 ans. Ça ne va pas radicalement bouger en 15 ans. Et vous ne croyez pas juste, pardon, vous croyez pas que les environnements et l'écologie, telle qu'elle est en train d'advenir aujourd'hui, je parle bien de l'air que l'on respire, la chaleur que l'on ressent, ce que l'on mange éventuellement. Où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que moi je disais il y a 30 ans, l'écologie se construira sur des catastrophes. Ouais. Or, nous sommes dans les catastrophes, et en fait. Ben non, justement. Mais là, on n'y est pas encore. Malheureusement, on voit bien que. Ah, De toute façon, même si on revient au niveau politique, vous voyez bien comment se reportent les votes actuellement, et on sent bien que cette prise de conscience écologique, elle n'a pas pénétré tout le monde au plus profond des êtres. On a comme eu des catastrophes, genre Fukushima et Tchernobyl sur le nucléaire par exemple, et pourtant on est encore dans un débat en France où on se pose la question sur ces énergies-là. Oui, mais c'est parce qu'en fait. Allez, oula, on va pas avancer sur le nucléaire. Christophe? Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est finalement nous inciter à réfléchir sur le concept de la ville dans laquelle nous vivons, en même temps que celui de comment on pourrait changer ça, avec des choses qui sont forcément compliquées, parce que si on considère que la ville, la taille moyenne c'est 10 000, 20 000, etc. On est 12 millions dans les RER à Paris, dans les RER de Paris, on ne va pas d'ici demain matin, même à l'échelle de 50 ans, on ne va pas imaginer enlever, répartir ces 12 millions de personnes-là un peu partout sur le territoire national. Cette utopie-là n'est même pas une utopie, on est dans autre chose. Moi, ce que je trouve intéressant à se poser comme question, comme citoyen comme citoyen tout simple, c'est de se dire, et qui intéresse la gauche dans son ensemble, et c'est là où je trouve qu'il y a du boulot, c'est que je regrette que toute la gauche aujourd'hui, quand je dis toute, c'est toute, j'ai entendu il y a quelques jours tous les représentants politiques aller devant la Fondation Abbé Pierre pour parler logement, tout le monde défend la construction de centaines de milliers de logements. Tout le monde. Tout le monde. Sauf un. Ok. Roussel. Il a parlé de démétropolisation. Il a parlé de démétropolisation. Je pensais même pas à lui. Ah non. Ah non, mais moi non plus, hein. Je ne suis pas un fanatique de Roussel, mais même il y est allé. Mais démétropolisation. Là, oui, je parlais du nombre de logements, j'ai entendu ça. Ah oui, oui. On est tous sur 200 000, 150 000, à 250, c'est presque Or, moi, je finis par m'interroger sur faut-il continuer de construire. Je vais dans le sens de Fred, je partage bien ce qu'on dit, on en a déjà parlé ensemble. Faut-il continuer de construire en métropole et en ce qui nous concerne ici? Sans doute non. Enfin,
il ne s'agit pas de dire stop, il ne faut pas non plus passer un maillot de l'autre côté, mais entre ce qu'on nous dessine, ce qui se décrivait tout à l'heure, ce qui était décrit tout à l'heure, la poursuite là, de Paris sur toute la Seine amont, on va aller jusqu'à Orly, et puis là on densifie la mort. C'est finalement ce qui se passe, c'est ce qu'avaient prévu quelques architectes, c'était Castro il y a 30 ans, quand il dessine le Manhattan sur Seine avec des plans entiers, avec des immeubles, on est dedans. Hein. Certes, ils n'ont pas fait le bras de la Seine parce qu'ils déguiraient à l'époque pour faire la fameuse île Manhattan sur Seine sur Vitry. Mais globalement, dans la densification voulue, le nombre de mètres carrés de logements et de bureaux construits, dans 10 ans, 20 ans, on va y arriver à leur truc. Donc moi je me dis, il nous faut parvenir à intellectuellement se dire stop. Stop au fameux concept de développement. Peut-on s'en sortir à gauche sans mettre la question du développement au cœur du débat? On a du mal à gauche avec ça. À gauche, de manière générale. La question du développement, c'est est-ce qu'on peut se développer, est-ce qu'une société peut se développer sans faire plus de mètres carrés, de béton, bah oui, mais ça dépend de quel pays, ça dépend de quel mode de développement on parle, si c'est le PIB, si c'est la valorisation du foncier, ou si c'est l'indice de bonheur humain, ou je ne sais pas quel indice qu'il faudra inventer d'ailleurs, mettre dans le débat. Comment on vit bien dans une ville, ça c'est un indice. Sans doute à inventer. Et moi je trouve que les citoyens, les partis politiques locaux devraient être radicalement différents de ce que sont finalement les partis politiques, les politiques au sens métropolitain du terme, pour prôner dès quelque chose, dans le sens où faut faire moins, parce que je trouvais votre image assez juste tout à l'heure de ce à quoi il faut parvenir, c'est quand on déménage, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse. C'est ça, c'est cette question qu'on se pose pour demain si on veut arriver à ne pas vivre de manière complètement calfeutrée, parce que les catastrophes elles vont arriver. Enfin, on va y avoir là. Ce qui est marrant, c'est sur les indices de qualité de vie dans les villes, on voit depuis quelques années sur des magazines ce genre de top 50 où il fait bon vivre. Ouais. Du coup, ça crée de l'attractivité, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont capables de déminéraliser, de créer des espaces verts qui vont rendre leur ville meilleure, et parce qu'elles sont meilleures, elles vont être attrayantes. Et donc, du coup, les gens vont venir et on va avoir le phénomène inverse de ce que leur a voulu. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup de villes, Bordeaux, Rennes, Nantes, toutes ces villes qui, vont connaître sans doute les conséquences de l'accroissement et du coup une perte de qualité à terme, je sais pas, en 15 ans, ils vont perdre cette qualité de vie qu'ils avaient et qui faisait qu'on allait là-bas. Donc il y a vraiment un phénomène. Ouais. Mais parce que concrètement, ce sont des villes qui font partie de la métropolisation, qui sont le même style, quoi, même processus. Et d'ailleurs, tout à l'heure on parlait de démographie, mais il faudrait regarder avec attention les chiffres sur l'Île-de-France, mais on perd plus de monde qu'on en gagne dans la région Île-de-France. Et d'ailleurs, il y a des études sur le PMHH, c'est le programme métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, qui montre que en l'espace de 10 ans, l'âge moyen des départs de l'Île-de-France était autour de 59 ans, et que maintenant, on est à 10-15 ans, il y a 10-15 ans et maintenant, on est plutôt à 39 ans. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à vivre, dès qu'on a, dans le modèle un peu classique de certaines familles, 2 parents et 2 enfants, on n'arrive plus à vivre, il faut partir. Et c'est là où les autres métropoles sont attrayantes, parce que c'est un petit peu moins cher au mètre carré, et qu'on a envie d'avoir cette qualité de vie, et on est rassuré d'avoir un modèle de vie qui ressemble un petit peu à celui qu'on a eu en région Île-de-France. Donc on va aller à Nantes, Lyon, etc. C'est Île-de-France, c'est pas Paris? C'est Île-de-France. 39 ans, c'est Île-de-France? Oui. Après, je peux me tromper, et voilà. Mais ma référence, bien sûr, c'est PMHH à aller voir, quoi. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à réfléchir, quoi. C'est-à-dire que, certes, il y a ces villes-là qui peuvent paraître attrayantes, mais elles sont déjà, sur les 22 métropoles, alors, les 17 villes-centres, il y a 17 villes-centres des 22 métropoles qui, je veux bien en solde migratoire, hein, on met de côté le solde naturel, en solde migratoire, perdent très modestement, mais perdent de la population.
De là à en tirer conclusion pour dire qu'il y a une fuite, c'est pas le cas, soyons clairs là-dessus. Et de toute façon, le solde naturel, qui est supérieur en ville que dans les espaces périphériques, vient rééquilibrer tout ça. Voilà, dans les grandes villes, c'est le cas. Du coup, ça noie un peu la chose. Mais il y a de véritables désaffections de l'urbain dense. Voilà. Des sentiments de saturation, de suffocation, tout ça est démontré par dorénavant toutes les enquêtes. Un collègue, Bouba Olga, économiste à Poitiers, qui montre que, puisqu'on s'excite sur exode urbain ou pas exode urbain, il a dit arrêtez vos conneries, là, entre les agents immobiliers qui disent oui d'un côté et les agents notariaux de l'autre qui disent non, et ben on va faire un truc, on va regarder les gamins qui sont partis des écoles et où ils sont allés les gamins. Et ben effectivement, c'est montré, ils sont allés dans les petites villes et les villes moyennes, voilà. Plus 16% à un endroit, plus 14% à un autre, etc. Il y a un vrai, quand j'ai commencé le propos par le désamour, il y a un vrai désamour croissant, soyons clairs. Voilà. Et Le problème, c'est confinement l'a que montré. tout à fait. Le problème, c'est que c'est totalement injuste et inégalitaire. Voilà. Ouais. C'est ceux qui ont les moyens Qui partent. qui vont d'un coup de clé et d'un coup de TGV réouvrir une petite résidence secondaire éventuellement, ou faire de la Ceux qui ont la passé birésidentialité. leur confinement dans les maisons de campagne. Ouais. Donc, et c'est là où, du coup, la Fondation Abbé Pierre, pour information, on a monté un truc qui s'appelle le post-urbain. Voilà, avec une trentaine d'organisations à l'échelle nationale. On avait invité la Fondation Abbé Pierre, Atelier Carmonde est bien là, le DAL voudrait éventuellement y aller, mais la Fondation Abbé Pierre refuse parce que notre histoire de repeupler la France autrement, dans un post-urbain qui soit à taille humaine et écologiquement un peu décente, eux, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils estiment que la crise du logement est telle qu'on ne peut pas faire l'économie de construire 600 000 logements tout de suite. On leur apporte les chiffres, on leur dit il faut juste. Non, c'est pas il faut juste, c'est compliqué. Mais on pourrait, imaginons, laissons-nous aller, Emmanuel Domergue. Il ne veut pas en entendre parler. C'est un truc, on a comme ça des vieilles téléologies, pour moi structuralo-marxistes, hein, soyons clairs, où le productivisme, c'est à un moment donné, faut produire, faut ériger, voilà. Ça participe de l'émancipation humaine, c'est la vieille culture ouvrière, pour qui j'ai le plus grand respect. Hein. Mais là, l'écologie dit stop, voilà. Je m'emballe. Ouais. Roussel s'est émancipé du marxisme. Comment? Alors, est-ce que c'est de la métropolisation comme principe politique Ouais. dont il parlait, ou c'était de la construction, tu parlais de Roussel? Non, Roussel est allé sur, mais ça je sais d'où ça vient, sur la démétropolisation, c'est-à-dire c'est la question de la réaffectation des équipements et des services dans les petites communes qui voient leurs moyens fondre comme neige au soleil. Simplement, on à la pierre pour les petites communes, etc. Exactement, pour inciter. tout à fait. Maintenant, il opère un choix tactique. Et ça, le choix tactique, on en pense ce qu'on veut. Mais moi, de là où je suis, dans les mondes académiques, je trouve ça très sain. Parce qu'en fait, la gauche a abandonné la démétropolisation au Rassemblement national. Et à Zemmour qui y va. Et ça, c'est pathétique. Parce que du coup, il y a bien à un moment donné à repenser cette grandeur urbaine. Alors, il ne faut peut-être pas parler de démétropolisation, mais il y a quelque chose qui est du ressort quand même de l'impensé de la ville comme autre chose que l'émancipation, etc., etc. Et je m'arrête. Mais ça donne du grain à moudre à Zemmour, ça. De quoi? La démétropolisation. Ah ben il l'emploie même, il en parle. Mais pourquoi la gauche? Parce que dans les campagnes, les gens qui vont voir les autres arriver vont clairement nourrir une crainte anti-autre. Et donc, voter Zemmour, pas de conséquences. C'est la peur de l'autre, si les urbains viennent à la campagne, c'est ça? Exactement. Oui, mais si on ne se remonte pas les manches et qu'on ne commence pas à attaquer l'imaginaire dominant qu'est la ville, et qui construit ces imaginaires-là. L'exode rural, il a été vendu un siècle durant par allez vous émanciper dans les villes, allez grandir dans les villes. La lumière est urbaine, vous êtes des bouseux. Croyez-vous que les bouseux, ils vont voir comme ça, par un retournement de l'histoire, leur propre fierté maltraitée? Non, ils vont dire stop les urbains, restez là où vous êtes, on est bien chez nous, on a des barbelés. Et c'est comme ça que la pensée identitaire, en fait, est née d'une géographie nationale et d'une pensée d'État. Il y a un problème, c'est qu'on n'a toujours pas interrogé la ville et de ce qu'elle a construit en nous. Remettons la ville au cœur des débats, vraiment. Et je pense que Roussel, il fait ce pari-là. Comme par hasard, il le fait au moment où il parle aussi de la viande, des bidules et des machins. Je ne dis pas que je partage cette idée-là, mais il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas laisser, à mon avis. Voilà. Merci. Merci à vous. Voilà. Merci à vous.